Barbel. Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. Notre invité, c'est l'écrivain Bernard Werber. Il est déjà en ce studio. On va parler de son autobiographie Mémoire d'une fourmi, c'est le titre. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame. Tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité, portrait un peu particulier en musique. Et puis musique encore avec Stéphanie Loire qui va nous proposer un hommage à Régine, disparue ce week-end. Bonjour Bernard Werber. Bonjour. Vous êtes romancier. Je crois. Succès planétaire avec les fourmis, c'est facile à mémoriser. En 30 ans, vous avez écrit 30 romans, vous avez vendu plus de 30 millions de livres à travers le monde et vous êtes traduit dans plus d'une trentaine de langues. Et votre actualité, c'est cette autobiographie, Mémoire d'une fourmi, c'est chez Albin Michel, qui arrive après vos 60 ans, donc 2 fois 30 ans. Alors on dit parfois que les créateurs deviennent fous, qu'ils se prennent pour leur objet. Vous savez qu'à la fin de sa vie, Albert Dieudonné, qui était l'acteur qui jouait Napoléon chez Abel Gance, se prenait pour Napoléon. Ouais. Pourquoi ce titre, Mémoire d'une fourmi? Pourquoi pas Mémoire d'un humain, d'un romancier, que sais-je encore? Parce que là, les fourmis m'ont porté chance. Bien sûr. Et je crois que nous sommes tous que des petites bêtes dans quelque chose de beaucoup plus grand qui est l'humanité. C'est plutôt l'idée de dire que je ne suis pas quelqu'un de très important, mais je vais raconter l'histoire de ce que je vois à mon niveau. Et je crois que je suis spectateur de ce qui se passe. Je me sens vraiment comme dans un film. Je comprends très bien, ça c'est l'homme qui parle. Mais quand vous êtes romancier, parfois vous dites à des gens qui vous interviewent, attendez, mais tout ce que j'ai fait ne se résume pas aux fourmis. Donc si vous appelez votre livre Mémoire d'une fourmi, vous remettez le doigt sur ce qui vous déplaît. Je remets le doigt, en tout cas, non, ça me déplaît pas. J'essaie de comprendre déjà ma trajectoire. Et ce livre m'a été inspiré par une chose toute simple, c'est que ma maman ayant Alzheimer, je me suis aperçu que tout disparaissait. Et vu qu'il y a une dimension héréditaire, j'ai la super pétoche d'oublier. Alors j'avais écrit ce livre pour me rappeler de tout, et au moment où je l'ai écrit, je me disais, bon sang, j'ai vécu ça, et ça, je m'étonnais moi-même. Et je me dis, vite, posons-le. Et une fois que je l'aurai mis dans ce livre, comme ça, je pourrai l'oublier, ou si je l'oublie, ça sera pas grave. Ça sera quelque part dans ce livre. Et il y a certains éléments, notamment des choses de mon enfance, que je suis allé refaire venir. Je me dis, bon sang, j'ai réellement vécu ça, j'ai vraiment vécu des situations aussi périlleuses et aussi bizarres. Et en l'écrivant, ça revenait. Et donc c'est un travail sur la mémoire. Et je l'ai écrit en me disant, bon, je ne sais pas si les gens vont percevoir, comment dire, en quoi ça entre en vibration avec leur propre vie. Alors c'est pour ça que j'ai organisé sur les cartes du tarot. C'est-à-dire, je crois que toute vie correspond aux 22 arcanes du tarot. Donc là, j'ai organisé ma propre vie en 22 arcanes du tarot et je montrais comment il y a un lien entre ce petit dessin qui est sur ces cartes du tarot de Marseille et mon existence. Alors, dans ces 22 chapitres, vous parlez de littérature, également de vous-même, évidemment, également d'expériences mystiques. Vous dites en quoi ça résonne spirituel, ce livre. Que mystique. Vous avez raison. En quoi ça résonne votre existence avec celle du lecteur. Ici, on est une émission média. Moi, ce qui m'a passionné, c'est votre vision des médias avec le recul. Peu de gens savent que vous avez commencé comme journaliste scientifique. Vous avez écrit un article dans l'Événement du jeudi qui préfigure votre carrière. Le titre, c'était « Un seul cerveau pour toutes les fourmis du monde ». Pas moins de 4 pages, c'est là que vous aviez perçu qu'il y avait quelque chose à creuser? J'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelle Jean-Francis Held. Si son esprit m'entend, je le remercie. Il m'a dit, j'ai envie de te laisser de la place et je crois en toi. Et c'était le grand reporter à l'ancienne, vous savez, à la Mingoé avec la pipe. Et lui, il m'a dit, vas-y, tous les sujets que tu me proposes, c'est OK. Et donc, le premier sujet, c'était un seul cerveau pour toutes les fourmis du monde. Le deuxième, c'était les voiliers solaires. Et le troisième, c'était l'empereur Tsinchi Wangti. Je me suis dit ça pour arriver à passer ça dans les magazines, vraiment. Vous savez, il y a toujours un parrain derrière. Je pense que même pour vous aussi, il y a eu quelqu'un qui a un moment... Jean-François Bizot actuel. Voilà. Et ensuite Alain de Greff à Canal+. Et voilà. Donc moi, c'était Jean-Francis Held. Et mais ce que je veux dire par là, c'est que ce papier de 4 pages devient le titre de votre biographie. Et ça change votre vie. Elles m'ont porté chance réellement, les fourmis. Et puis j'étais en Afrique au milieu des fourmis, donc c'est une expérience vécue. C'est pas juste intellectuel, c'est pas juste en lisant des livres. Je me suis retrouvé plongé dans des fourmilières gigantesques où j'ai failli être dévoré, quoi. On va entendre le début de votre carrière, c'est le portrait pré-fame avec Lisa Marie Marquez. Mais d'abord musique. On est avec Bernard Werber et on va écouter la jeune chanteuse Stéphane sur Europe 1. On est avec Bernard Werber, je ne savais pas s'il y avait de la pub ou de l'interview encore. On disait que vous étiez journaliste, vous êtes passé par le Nouvel Obs, et alors là, on lit des pages absolument incroyables. C'était dans les années 90. Vous en gardez quel souvenir du Nouvel Obs? C'est comme si j'avais débarqué dans un nouveau pays. Moi, à l'époque,
J'avais des idées qui étaient très proches de celles de l'Obs. Je lisais le l'Obs, c'était ma référence. Et quand je suis rentré dedans, je me suis dit, c'est génial. Je suis à l'endroit où je rêve d'être. Et en plus, journaliste scientifique, c'est parfait. C'est-à-dire que je pouvais aller dans les laboratoires, voir les fusées décoller. Je pouvais aller dans des tas d'endroits qui sont fermés au grand public, rencontrer des grands scientifiques. Là, vous racontez quelque chose d'idyllique, mais moi, j'ai lu votre livre et vous les passez à la sulfateuse. Christine, la rédac chef, ici, tout le monde la déteste. Elle est aussi méchante qu'incompétente. Elle n'a jamais écrit d'article, alors elle en fait des tonnes pour faire croire qu'elle y connaît quelque chose en journalisme. C'est elle qui dirige le service, demandez-vous. Il y a un collègue qui dit non, ça c'est un grand mystère. En tout cas, c'est sûrement pas pour ses compétences qu'elle est là. Oui, en fait, c'est une armée très, j'allais dire, c'est une armée, quand je suis arrivé, on m'a dit, c'est l'armée mexicaine. Tout le monde est chef. Et en effet, c'est très hiérarchisé. Il y a des chefs de service. Non, mais une chose est d'être hiérarchisé, une autre est d'être incompétent. Moi, je pensais pas qu'il y avait des chefs de service incompétents. Vous maintenez ce que vous écrivez? Je ne pensais pas non plus. Oui, ça me fait rire parce que je repense à la première émotion quand on m'a dit ça. Donc, je me rappelle de ses frères. Ils m'ont dit, elle est chef, mais elle ne sait pas écrire, elle n'y connaît rien en journalisme. Et je comprenais pas. Pour moi, j'avais fait une école de journalisme, je voyais à peu près de... Et en effet, j'ai compris, c'est-à-dire que il fallait quelqu'un qui tienne le service. Et pour tenir le service, en fait, il fallait juste quelqu'un qui exerce du pouvoir. Et donc, celle qui dirigeait le service société était juste un être de pouvoir. Mais je crois que dans toutes les entreprises, il finit par apparaître ces gens-là qui sont, comment dire, des surveillants, des gens qui maintiennent une sorte de pression. Moi, ça m'est jamais arrivé. Actuel, à Canal+, à plein moment où j'étais, jamais vu des chefs incompétents. Tous savaient faire, tous savaient travailler. Alors, j'ai pas de chance, je suis tombé sur une chef incompétente. Je suis aussi tombé de ma chaise en découvrant que le Nouvel Obs n'était pas un journal de gauche. Vous avez eu le même étonnement. Franck, qui est un des rédacteurs chefs, lui dit, mais tu croyais vraiment que notre journal était rempli de gens de gauche? Ils ont des salaires tellement élevés qu'ils sont surtout soucieux de leur patrimoine et de la gestion de leur parc immobilier. Il vous dit, tiens, au moment de l'élection Mitterrand-Chirac, on a fait un vote interne à l'aveugle. Et on s'est aperçu que la grande majorité des journalistes de l'Obs votaient à droite. Ils sont comme les radis, roses à l'extérieur, blancs à l'intérieur, quand ce n'est pas noir. Oui, c'est ma deuxième surprise. Donc il y a des chefs incompétents et il y a des gens qui ne sont pas de gauche dans un journal de gauche. Ils vont être furieux, le Nouvel Obs, quand ils vont lire ça sur eux. Bon, ils vont pas le dire. Comment? Ils lisent les livres, non? Je pense qu'ils sont au courant eux-mêmes de leur propre... Cela dit, je mets un petit bémol, c'est que c'était entre l'année 83 et l'année 90, je pense que ça a quand même changé. Donc je ne sais pas du tout comment est l'Obs actuellement. Mais c'était les années, ce qu'on appelait la gauche caviar. C'était le règne de la gauche caviar, c'est-à-dire c'est des journalistes qui arrivaient dans des voitures de luxe c'est pas ça du tout, la gauche caviar. La gauche caviar, c'est des gens qui peuvent acheter du caviar mais qui continuent à voter à gauche. Donc vous, ce que vous dites, c'est qu'ils ont les moyens d'acheter du caviar et ils votent à droite. C'est totalement différent. C'est absolument pas la gauche caviar. Mais ils font quand même un éditorial façon gauche. Ils vont être contents de vous lire. Vous n'avez pas été engagé. Ils vous ont fait marner pendant 7 ans. Voilà. Et finalement, ils engagent un type qui est payé 4 fois plus cher que vous. Exact. Alors j'ai trouvé une loi, je comprenais pas bien. Non, moi je me suis fait virer de l'Obs parce que je m'étais inscrit dans un prix qui était le prix Moom de l'année du meilleur journaliste. J'étais arrivé finaliste et mon chef m'a dit, parce qu'il y a le sous-chef en dessous de Christine, m'a dit, tu aurais jamais dû faire ça parce que maintenant tu t'es mis toute la rédaction à dos. Et il m'a dit, le clou qui dépasse attire le marteau. Et en même temps, il y a une procédure d'engagement qui était lancée par le patron de l'époque, qui était Perdriel. Donc j'étais en même temps engagé et en même temps viré. J'ai dit, je ne fais plus rien, que le meilleur gagne. Mais il voulait m'engager et c'est Françoise Giroud qui m'a contacté, qui m'a dit, j'ai adoré votre article, c'était sur Singapour. Et donc j'en ai parlé à Claude Perdriel et maintenant il veut vous engager. Et en même temps, il y avait la procédure licenciement. Pourquoi dans le livre que j'ai lu attentivement, vous donnez pas les noms? Vous donnez Perdriel, Giroud, mais pas les autres. Vous avez peur des procès? Non, c'est que j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie de régler des comptes. J'ai envie juste de signaler comment fonctionnait l'Obs à l'époque et de montrer ce que j'ai vécu. Justinien, qui a des toilettes dans son bureau qui se mélangent pas à la plèbe, il existait ou vous l'avez inventé ce détail? Il existe évidemment. C'était qui? Ah non. Le grand patron de l'Obs, c'était Jean Daniel. En dessous de Perdriel, c'était Jean Daniel. Voilà, donc c'était Jean Daniel. Il est plus de ce monde, il vous fera pas un procès. Non, mais même sur le principe, c'est assez étrange. Sur le coup, en effet, quand j'ai quitté l'Obs, j'ai eu le sentiment de quitter un endroit où je n'avais rien à faire parce que c'était très loin de mes valeurs. Et après, avec le recul, je me suis dit justement, ça m'a appris là où je devais pas être. Ça m'a appris que je devais être écrivain et pas journaliste. Mais c'est un milieu. C'était un milieu dans lequel on pouvait pas s'épanouir. Et quand je suis rentré, d'ailleurs, le sous-chef m'avait dit, tu sais, ici, il n'y a pas de journaliste heureux.
Et je me dis, mais moi, je suis heureux d'être journaliste scientifique au Nouvel Obs. Il me dit, tu vas voir, tu ne vas pas le rester longtemps. Et en fait, sa prophétie s'est réellement réalisée. C'est-à-dire que quand je suis parti, j'ai eu un énorme soulagement, l'impression de quitter une entreprise dans laquelle je ne pouvais pas déployer mes ailes. Avant, comment était Bernard Werber avant la célébrité? C'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Culture Média continue. Europe 1 Culture Média.